Sud Radio Midi, on est ensemble jusqu'à 13h30. Vous utilisez les réseaux sociaux en particulier, on vous le recommande. La chaîne YouTube de Sud Radio, la page Facebook de Sud Radio, le Facebook Live de Sud Radio, où vous pouvez laisser vos commentaires comme un peu partout. Vous avez pu assister aussi par moments à des montées de tension, on va le dire comme ça, et parfois aussi à des vagues de haine qu'il est très facile de retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Quels sont les ressorts du cyberharcèlement ? C'est la question qu'on se pose avec notre invité. Bonjour François Jost. Bonjour Maxime. Soyez le bienvenu sur Sud Radio et on salue Maxime Trouleau qu'on va retrouver dans quelques instants. Je rappelle François Jost que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, vous êtes par ailleurs sémiologue. Votre dernier livre, Est-ce que tu m'aimes ? De la parodie à la pandémie numérique, et puis cet autre livre qui nous concerne directement aujourd'hui, La méchanceté en actes à l'ère du numérique. C'est publié, ces deux ouvrages, chez CNRS Éditions. François Jost, il y a quelques jours, une des influenceuses françaises les plus célèbres, Léna Mafouf, et qu'on connaît aussi sous le nom de ses publications, Léna Situation, s'est livrée en vidéo. Elle a raconté tout ce qu'elle a pu subir pendant des mois pour des raisons complètement futiles. Ces vagues de harcèlement, ce déchaînement de haine, on l'écoute sur Sud Radio. On a dépassé le monde virtuel pour aller devant chez ma mère afin d'appuyer sur l'interphone pour l'harceler encore et encore, de l'appeler au téléphone tellement de fois jusqu'au moment où elle coupe sa ligne parce que c'était trop. On a retrouvé le téléphone de ma grand-mère qui habite en Algérie. Sur le paillasson de ma mère, jeter des œufs. Sur le paillasson de ma mère, jeter des œufs. À un moment, elle faisait des vidéos, comme toujours, hein, c'est son métier. Certaines vidéos ne plaisaient pas ou certains propos ne plaisaient pas. On allait jusqu'à chercher sur Internet et jusqu'à retrouver l'identité des membres de sa famille pour l'insulter, elle, en expliquant votre fille, madame, ou votre petite fille est une fille de mauvaise vie, disons-le poliment, ou en allant beaucoup plus loin, en menaçant de mort tous les membres de sa famille. Comment expliquer ce genre de déchaînement de haine, François Jost ? Alors, on peut essayer de trouver une explication profonde, philosophique. Vous savez, dans Pascal, le philosophe, disait « le moi est haïssable ». Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tout part de moi. On fait des selfies, on est le centre du monde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que tout peut partir de soi. Et donc, ça entraîne une intolérance absolument considérable. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui est étranger, tout ce qui est autre, etc., est dangereux pour moi. Et donc, il y a cette espèce de folie, si vous voulez, qui prend les gens, qui est accentuée d'autant plus que sur les réseaux sociaux, on a la constitution de meutes, c'est-à-dire que le moi s'étend, c'est pas seulement moi en tant qu'individu, mais c'est moi en tant que faisant partie d'une communauté du qui va groupe être contre raciste ou antisémite ou etc. Et c'est comme ça que l'effet de meute se produit, qu'à la fin, le fait de savoir qu'on est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à penser la même chose, fait qu'on se désinhibe, en fait, c'est ça. C'est ça, et en plus, celui qui a mené la meute, si vous voulez, gagne une sorte de notoriété instantanée, comme ça. Et donc, effectivement, le problème de la haine, sur la haine en général, c'est que toute haine est incitation à la haine. C'est-à-dire qu'on haït quelqu'un et on essaie d'entraîner les autres, et c'est d'autant plus facile que, je pense qu'on va y venir, que on est dans un pseudonymat, c'est-à-dire une sorte d'anonymat, on avance masqué. Alors ça, c'est justement la question à laquelle il faut répondre, François Jost. On dit souvent que sur les réseaux sociaux, on est anonyme. C'est vrai, un certain nombre de harceleurs ou de menaceurs ou d'insulteurs ont un pseudonyme. Sur Twitter, par exemple, c'est assez fréquent. Sur Facebook, on a souvent son propre nom de famille. On est facile à retrouver, on n'avance pas forcément masqué. Et pourtant, des menaces de mort, des insultes, on peut les lire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être caché sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez raison. Sur Twitter, il y a souvent plus de pseudonymes. Mais je crois que, d'une part, les gens qui font ça croient qu'il y a une impunité. Alors qu'il n'y a pas d'impunité. C'est-à-dire qu'on peut toujours poursuivre quelqu'un comme dans la vraie vie.
Et d'autre part, j'ai oublié le d'autre part. Et d'autre part, en tout cas, cette violence, elle continue. Alors, est-ce qu'on a assisté plusieurs fois à des passages à l'acte? D'abord, parlons des internautes, des harceleurs. Est-ce qu'il est arrivé, par exemple, que des menaces de mort soient suivies de menaces directement physiques, que les personnes finissent par quitter la chambre ou alors le bureau avec l'ordinateur où ils étaient postés et d'où ils insultaient pour aller directement à la rencontre physique de la personne qu'ils visaient? Alors, il y a des cas de passage à l'acte. D'abord, on l'a vu avec les terroristes, certains terroristes ou certains assassins qui filment leur passage à l'acte. Mais oui, il y a eu des passages à l'acte. Alors, je ne sais pas si pour la menace de mort, s'il y a eu des morts, mais on se rappelle notamment Nadia Dam, qui est une des rares qui a pu faire, qui était une journaliste qui a été considérée comme insultant des gens sur un site, qui d'une part a été menacée, mais après le premier procès, il y a eu des gens qui sont venus faire un cambriolage chez elle, et donc oui, il y a des passages à l'acte de plus en plus nombreux. Et ça a des conséquences extrêmement concrètes sur la vie quotidienne des personnes qui sont visées. Citons l'autre exemple le plus célèbre, tristement pour elle d'ailleurs. Il s'agit de Mila, celle qui avait été accusée d'avoir insulté l'islam, les musulmans ou le prophète. Elle vit sous protection depuis des années, sous protection rapprochée et en permanence. Oui, c'est absolument épouvantable. Mais en fait, il y a plusieurs raisons à ces harcèlements. Il y a des gens qui se sentent insultés ou qui ont été insultés. Il y a des gens, alors ça c'est objectivable. Bon, il y a des gens qui se sentent offensés. Et ça, c'est plus difficile parce que n'importe qui peut se sentir offensé. On a vu ces jours-ci Étienne Klein qui a fait une sorte de plaisanterie en montrant une tranche de chorizo et en faisant croire que c'était une photo de James Webb. Et que c'était l'étoile Proxima du Centaure. Hein, voilà, alors que c'était un morceau de chorizo. Il s'est quand même pas fait insulter pour ça. Si ? Il y a des gens qui l'ont très mal pris et qui l'ont totalement insulté et menacé aussi. Donc le degré, si vous voulez, l'offense, chacun peut se sentir offensé pour 36 raisons. Quel est le mécanisme, François Jost, qui fait que je vois quelqu'un faire une blague avec une tranche de chorizo sur Internet en racontant que c'est l'étoile la plus proche du Soleil? Quel est le mécanisme qui fait que certaines personnes vont la menacer? Eh ben, je crois que c'est simplement parce que tout d'un coup, ils se sont fait avoir. Ils ont cru à la tranche de chorizo et du coup ils en veulent à la personne qui a fait cette farce. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que il y a eu un cas sur lequel j'ai écrit là un article qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du bac français, dans lequel on a choisi un extrait d'un roman de Sophie ou Sylvie, je ne sais plus, Germain, et que les élèves ont considéré que le texte était trop dur, trop compliqué, que le texte était trop dur, etc. Et parmi tous ces gens qui ont considéré ça, mais il y a eu des menaces de mort aussi. C'est-à-dire que la pauvre auteure, elle n'y est pour rien du tout. Hein. On a choisi son texte, elle le sait même pas, elle le découvre, et tout d'un coup, elle se retrouve menacée de mort par des lycéens. C'est complètement fou. Et c'est ça qui me frappe, c'est que, si vous voulez, entre l'affaire Mila, où ça touche à une offense religieuse pour certaines personnes, et puis Sophie Germain, ça n'a aucun rapport. C'était Sylvie Germain, effectivement. C'était un texte magnifique de l'écrivaine Sylvie Germain qui était proposé aux épreuves du bac de français en première cette année. Dans les deux cas, c'est menace de mort. Et dans les deux cas, c'était des menaces de mort. Effectivement, ces menaces, elles ont aussi des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. Je le disais, des personnes qui sont menacées. Parlons de l'exemple le plus triste de la semaine. C'est une médecin. Elle s'appelait, j'ai bien dit, Lisa Maria Kellmeyer. Elle était autrichienne. Elle s'est donné la mort. Elle avait fermé son cabinet médical. C'était une médecin médiatique en Autriche qui encourageait à la vaccination, qui était menacée jour et nuit sur le standard téléphonique de son cabinet médical, qui l'avait fermé de guerre lasse. À la fin, après plusieurs jours de silence, elle a mis fin à ses jours. Ça aussi, c'est des conséquences extrêmement concrètes. Et qui n'a pas vu
pendant cette période de pandémie, eh bien des médecins être menacés de mort, être insultés jour et nuit comme ça par des centaines d'internautes différents. On peut pas dire qu'on ne l'a pas vu, François Jost. Non, il y a une célèbre médecin, Madame Lacombe, si je me trompe pas. Karine Lacombe, qui était membre du conseil scientifique. Qui est une grande scientifique, qui a essayé de nous faire comprendre l'épidémie du Covid et qui s'est fait, elle l'a raconté récemment, haïr, qui a été harcelée, qui a été maltraitée alors qu'elle essayait simplement d'éclairer les gens. C'est absolument terrible et d'ailleurs, ça fait que certaines personnes finalement hésite à prendre la parole. Ça fait aussi, oui, qu'on a tendance à se retenir. Karine Lacombe se voyait reprocher par beaucoup d'internautes ces liens d'intérêt. J'ai bien dit lien, j'ai pas dit conflit. Ces liens d'intérêt qui étaient déclarés d'ailleurs publiquement avec certains laboratoires. Est-ce qu'on peut dire que ces phénomènes se sont accentués pendant la pandémie ? Oui, je pense que, enfin, j'en ai pas fait la comptabilité, mais je pense que ça s'est accentué précisément parce que dans cet isolement, comme je le disais au début, si vous voulez, tout part de soi et on trouve normal de juger. On trouve normal de juger tout aussi aujourd'hui. C'est aussi une chose très importante, c'est-à-dire que vous alliez au restaurant, que vous écoutiez une chanson ou que vous écoutiez la radio, vous jugez sans arrêt, vous mettez des étoiles, etc. Comme si vous aviez un pouvoir. Mais ça, on le faisait avant, François Jost. Vous alliez au café avant Internet. Vous aimiez pas, par exemple, vous alliez à une soirée dansante, vous aimiez pas la musique, vous le jugiez, c'est juste que vous ne le rendiez pas public ? Oui, puis c'était pas systématique, c'était même dans ces publics, et on vous demande systématiquement de juger le restaurant dans lequel vous êtes allé, de noter, et on sait bien que moi qui ai été professeur, que la notation c'est aussi une connaissance, que on peut pas. Vous voyez, mon garagiste une fois m'a dit voilà, si vous êtes content de ce que j'ai fait, vous pouvez me mettre 9. Si vous me mettez 8, j'aurai peut-être plus de primes à la fin de l'année. Ouais, c'est quand même terrible comme poids à porter. Oui. Et donc j'avais aucune idée que 8 c'était une mauvaise note, parce que pour moi, comme prof, 8 sur 10 c'est une très bonne note. Oui, donc vous voyez, les gens ne savent pas non plus noter et ils n'arrêtent pas de le faire. Vie, ma vie sous contrôle continu avec les réseaux sociaux. Merci à vous, François Jost, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle vos 2 ouvrages, La méchanceté en acte à l'ère du numérique chez CNRS Éditions. CNRS Éditions, édition auquel vous avez aussi publié votre dernier livre. Est-ce que tu m'aimes, M-E-M-E-S, avec un accent grave. Ce sont les mêmes, ce sont ces espèces de charades, ce sont plutôt ces leçons de vie avec des photos qu'on détourne à l'infini pour commenter avec humour ou avec sarcasme, bien un événement auquel on a assisté ou auquel on réagit. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va traverser l'Atlantique, ensuite on va traverser l'Amérique, puis on va traverser le Pacifique comme Magellan, direction, presque Taïwan. Il n'est pas allé jusque-là quand même. On sera en direct sur Sud Radio depuis l'île de Taïwan, où on demandera à un témoin sur place en direct sur Sud Radio de nous raconter comment la ville, presque assiégée par la République de Chine, comment l'île plutôt, fait face aux menaces militaires chinoises. À tout de suite.